Rejoignez-moi pour un voyage fascinant au cœur de l'Égypte ancienne. Ensemble, nous déchiffrerons les énigmes que seules les pierres antiques peuvent révéler. Parmi ces merveilles, la pyramide rhomboïdale de Dachour se distingue, rivalisant avec la grande pyramide de Gizeh, en nombre de mystères et en singularité architecturale. On la dénigre souvent, cette pyramide, au sein de l'égyptologie. On la réduit trop souvent à une construction ratée, un exemple de l'incompréhension des anciens Égyptiens face à l'édification de monuments grandioses. La critique principale réside dans la nécessité d'expliquer pourquoi le pharaon Snéfrou aurait immédiatement ou simultanément entrepris la construction de la pyramide rouge à proximité. Pourtant, qualifier la pyramide rhomboïdale d'échec uniquement en raison de sa forme singulière pose un problème majeur. L'écueil de l'anachronisme, qui consiste à juger le passé à l'aune des standards d'une époque ultérieure, prend ici tout son sens. Selon l'interprétation la plus répandue, la pyramide rhomboïdale de Snéfrou fut la première à bénéficier de blocs de parements lisses et angulaires, lui conférant l'allure pyramidale que nous connaissons. Bien que la pyramide de Meidoum ait probablement été érigée antérieurement, les découvertes archéologiques suggèrent qu'elle fut initialement conçue comme une pyramide à degrés, à l'instar de celle de Saqqara. Ce n'est que plus tard que les pierres de parement inclinées y furent ajoutées. Dès lors, il est quelque peu trompeur de comparer la pyramide rhomboïdale à toute autre pyramide classique qui lui succéda, car à l'époque, elle était le seul monument à présenter une forme tant soit peu triangulaire. Assurément, la pyramide rhomboïdale aurait été perçue davantage comme une réussite qu'un échec. Il est frappant de constater que les temples solaires de la 5e dynastie, érigés environ 100 ans plus tard, présentent une structure centrale à mi-chemin entre la forme de la pyramide rhomboïdale et celle d'un obélisque. Bien que l'attention portée à la pyramide rhomboïdale se concentre souvent sur la justification ou l'explication de sa forme singulière, ses couloirs et ses chambres recèlent des mystères bien plus captivants. Le changement de pente externe ne figurerait même pas parmi les 10 caractéristiques les plus fascinantes de ce monument. Malheureusement, la pyramide rhomboïdale est la pyramide la plus négligée de la 4e dynastie et très peu de fouilles archéologiques sérieuses y ont été menées. Pendant une grande partie du XXe siècle, l'accès à cette structure énigmatique fut strictement interdit en raison de sa proximité avec des installations militaires. Ce n'est que récemment que l'intérieur s'est dévoilé au public, avec une ouverture officielle au tourisme en 2019. Cette pyramide, singulière et enveloppée de mystères, mérite une exploration approfondie. Nous allons donc plonger au cœur de sa structure interne, en mettant en lumière ses particularités. N'hésitez pas à me faire part de vos centres d'intérêt dans les commentaires, afin que je puisse consacrer de futures vidéos aux aspects qui vous captivent le plus. Ils ont été une ressource d'une valeur inestimable pour mon propre cheminement dans la compréhension de cette structure déroutante. Je tiens également à remercier le projet Isida, qui a généreusement partagé de nombreuses photos de l'intérieur que vous verrez. Ces photos ont été prises avant que la pyramide ne soit rénovée pour le tourisme et de nombreux détails importants ne sont plus visibles. Sur le côté nord de la pyramide rhomboïdale, nous avons la chance d'avoir l'une des seules entrées de pyramide qui soit restée intacte jusqu'aux pierres de parement. L'énorme linteau surplombant l'entrée contredit l'idée reçue selon laquelle les accès aux pyramides de l'Ancien Empire étaient dissimulés. Située à un peu moins de 12 mètres du sol, cette imposante pierre était aisément repérable depuis l'étendue désertique. Le linteau, massif, a légèrement glissé sous le poids des pierres qui le surmontent, comme en témoignent les blocs adjacents. La pyramide rhomboïdale présente de nombreuses fissures et glissements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Reste à savoir si les anciens Égyptiens considéraient ces imperfections comme un défaut majeur. Les récits qui dépeignent la pyramide rhomboïdale comme un monument raté reposent sur cette hypothèse. La structure, défiant le temps depuis plus de 4500 ans, semble bien loin de l'effondrement. Dès l'entrée du corridor descendant, des particularités captivent l'attention. Une large cavité circulaire orne la partie supérieure du mur, suivie d'une entaille dans le plafond. Selon une interprétation répandue, une porte amovible se trouvait autrefois ici. L'existence originelle de cette porte, son ajout ultérieur par des restaurateurs, ou son absence totale,
alimente les débats passionnés au sein de l'égyptologie. La pyramide de Mykérinos garde encore les vestiges de son revêtement d'origine près de l'entrée et une fissure au plafond y est visible. Dans la pyramide rhomboïdale, le dallage manque au seuil du couloir descendant. Des marches fascinantes se devinent dans la maçonnerie inférieure, mais un escalier moderne en bois nous empêche de les observer de près. Plusieurs cavités, grossièrement colmatées aujourd'hui, parsèment les murs. Ces alvéoles auraient pu servir à fixer des rondins et des cordages, facilitant ainsi le transport d'objets lourds dans le couloir, en montée comme en descente. Continuant notre descente, à 12,60 m après le début du couloir, une importante déformation de la maçonnerie se révèle à nos yeux. Une fissure continue dans le couloir s'est déplacée de 23 cm vers le bas, dans la section extérieure en direction de l'entrée. Ce point de rupture est la plus grande imperfection visible de la pyramide, souvent considérée comme la preuve irréfutable que la structure aurait été jugée défaillante. Le linteau de plafond affaissé présente 3 cm de pierre taillée, comme si un glissement plus petit avait été corrigé auparavant. Les 20 cm de pierre restants auraient pu être facilement enlevés sans risque et maintenir une apparence lisse au couloir, mais ce travail n'a jamais été achevé. Il existe bien des interprétations possibles, au-delà de l'idée que les anciens Égyptiens auraient simplement abandonné la structure. À environ 11 mètres, en contrebas du plafond affaissé, un couloir descendant s'enfonce dans le roc, se prolongeant sous terre. Ce corridor se poursuit vers le bas jusqu'à atteindre une profondeur d'environ 30 mètres sous le niveau du désert. On ignore encore si ce couloir descendant a été creusé dans la roche, à l'instar de la Grande Pyramide, ou s'il a été aménagé dans une tranchée à ciel ouvert. L'état de la maçonnerie de ce couloir se détériore à mesure que l'on s'enfonce, probablement en raison de l'humidité plus importante qui s'y accumule. Au bout d'un couloir, le plafond s'élève, facilitant le passage d'objets imposants. 30 mètres sous terre, un mystère crucial de la pyramide rhomboïdale se dévoile. Le couloir se poursuit horizontalement sur 5 mètres, mais sa hauteur vertigineuse de 12 mètres est coiffée d'une voûte en encorbellement. Un escalier moderne dissimule une paroi rocheuse, plate et verticale. Pourquoi les anciens Égyptiens ont-ils creusé si profondément pour ensuite rebrousser chemin et remonter à la surface? La question demeure, enveloppant de son voile énigmatique la pyramide penchée. L'architecture de ce lieu évoque la majestueuse grande galerie de la Grande Pyramide, avec son plafond haut et étroit, défiant toute explication rationnelle. Elle s'élève vers le haut, prolongeant un corridor antérieur qui descendait. Plus énigmatique encore est l'état dans lequel John Shepering découvrit ce corridor en 1839. Pour y accéder, Perring dut déblayer le corridor descendant, obstrué par le sable et les débris. Au bas de ce corridor, Perring nota que cet espace en encorbellement était rempli de petits blocs de maçonnerie formant un escalier abrupt, rappelant étrangement l'escalier en bois moderne que l'on peut y trouver aujourd'hui. L'escalier de pierre, loin d'être un simple remplissage, présentait des blocs grossièrement équarris et liés au mur par du mortier. Cette maçonnerie témoignait-elle d'une conception originale, d'une modification ultérieure ou d'une restauration plus récente? La hauteur du couloir pouvait initialement constituer un obstacle, à l'image de la chambre haute de la pyramide rouge, où l'élévation verticale jouait un rôle dissuasif. Cependant, l'ajout d'un escalier de pierre conférait à l'ensemble une dimension purement esthétique, dénuée de fonctions évidentes. Sur le côté sud, d'étroits encorbellements s'ouvraient sur une chambre située à environ 7 mètres au-dessus du sol, antérieurement à l'installation de l'escalier de pierre. La pièce, surnommée la chambre basse, impressionne par son plafond culminant à environ 17 mètres de hauteur, orné de magnifiques encorbellements sur ses 4 faces. 15 assises de maçonnerie en encorbellement s'élèvent avant que les blocs ne se rejoignent pour former la voûte de cette chambre. Malgré la hauteur vertigineuse de la chambre basse, seules les 2 ou 3 assises supérieures de maçonnerie parviennent à s'élever au-dessus du substratum rocheux. De ce fait, la structure se dissimule presque entièrement sous la surface terrestre. John Perring découvrit également cette chambre basse, jonchée d'une multitude de petites pierres de maçonnerie éparpillées sur le sol. Il est ardu de cerner la fonction de cette pièce énigmatique, et aucune théorie ne fait l'unanimité, si ce n'est l'hypothèse d'une ancienne chambre funéraire laissée à l'abandon. Cette supposition découle de l'existence d'une autre chambre, située plus haut dans la pyramide,
dont la conception aurait été légèrement plus majestueuse. Cependant, si la chambre inférieure a été délaissée en tant que sépulture, ce ne serait certainement pas en raison de faiblesses structurelles au sein de la pyramide elle-même. En effet, la pièce étant presque entièrement taillée dans la roche-mère, son plafond en encorbellement est d'une solidité remarquable, ne subissant aucune pression latérale. Ces encorbellements se trouvent dans un état de conservation exceptionnel, avec des angles vifs et très peu de fissures ou d'écaillures. Les parois rocheuses de la chambre inférieure, autrefois revêtues de fines dalles de calcaire, portent les stigmates du temps et des visiteurs. De nombreuses plaques manquent à l'appel, laissant la pierre brute à nu. Un nombre impressionnant d'encoches taillées constellent les murs de cette salle. On imagine aisément qu'elles servaient à ancrer des échafaudages ou à faciliter l'ascension d'objets vers les niveaux supérieurs de la pyramide. Certaines de ces encoches ont été rebouchées, d'autres béants encore, et d'autres enfin semblent inachevées, comme si l'artisan avait interrompu son travail en cours de route. Faute de documentation exhaustive les recensant et les analysant, il est ardu de percer le mystère de chacune de ces entailles. Sur le côté sud de la chambre inférieure, une autre ouverture fait écho à l'entrée septentrionale, invitant à poursuivre l'exploration. Un court couloir de 2 mètres s'ouvre sur un puits vertical imposant, affectueusement surnommé la cheminée. Ce conduit s'élève sur environ 15 mètres, atteignant presque la hauteur de la chambre basse elle-même. On estime que le sommet de cette cheminée se situerait approximativement au niveau de la base de la pyramide, là où elle rejoint le socle rocheux environnant. Pourtant, la cheminée semble mener nulle part, obstruée par 2 grandes dalles de calcaire qui forment un plafond énigmatique. De forme rectangulaire, la cheminée mesure environ 1,5 mètre de long sur 9 décimètres de large, légèrement plus spacieuse qu'un couloir pyramidal standard. À 4 mètres de hauteur, au sein de la cheminée, une étroite corniche a été aménagée sur la paroi occidentale, s'étendant sur 75 cm de profondeur. Sur cette corniche repose encore un bloc de calcaire de Tura, qui menace désormais de basculer dans le vide béant. Une avancée de 30 cm, située en face du bloc, semble avoir été conçue pour permettre de le faire basculer, bloquant ainsi l'accès à la cheminée. 6 mètres plus haut, une autre paire de corniches, agencée de façon similaire, attend un bloc de calcaire prêt à être renversé. Seule différence notable, la disposition est inversée. La corniche orientale, plus profonde, est celle qui accueille le bloc. Apparemment, la majeure partie de ce bloc de calcaire de Tura supérieur a disparu, mais aucune photographie prise de cet espace n'a jamais été découverte. Et comme si cette cheminée menant nulle part n'était pas assez énigmatique, une petite ouverture en encorbellement, communément appelée la fenêtre, relie la cheminée et la chambre inférieure. Ce point d'accès étroit, d'environ 2 mètres de hauteur et s'élargissant jusqu'à 90 cm à sa base, offre amplement d'espace pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Il est crucial de noter que la fenêtre est située directement au-dessus du dispositif de blocage en calcaire de Tura inférieur dans la cheminée, ce qui la rendrait totalement inefficace en tant qu'obstruction. Enfin, il est important de souligner que la cheminée n'a pas toujours débuté au niveau du sol de la chambre inférieure. En réalité, la cheminée se prolonge sur au moins 8 mètres vers le bas. L'égyptologue Ahmed Fakhri rapporta en 1948 qu'il n'avait pas atteint le fond avant de la faire remblayer. Le chercheur indépendant Keith Hamilton découvrit un article dans l'Illustrated London News de mars 1947 qui nous offre une vue unique de l'intérieur. Il y est précisé que l'accès à la partie inférieure de la cheminée était astucieusement dissimulé par une maçonnerie différente, mais semblable à la roche environnante. Une section de 8 mètres de la cheminée se prolongeant vers le bas la situerait à une altitude inférieure à celle du fond du couloir descendant. Nous voici donc, même pas à mi-chemin de la pyramide rhomboïdale, et déjà débordant de mystères et d'enquêtes inachevées. Retournant à la chambre basse, un tunnel d'accès a été creusé dans le mur sud, à environ 13 mètres de hauteur. Ce passage, brut et irrégulier, ne faisait manifestement pas partie de la conception originale de la pyramide. Une question cruciale se pose alors. Quand ce tunnel a-t-il été créé, puisqu'il s'agit manifestement d'une excavation? Le consensus général s'accorde à dire que ce tunnel fut l'œuvre des bâtisseurs, sa précision étant remarquable pour relier le système de chambres supérieures par le chemin le plus court. De plus,
L'amorce d'un tunnel à 13 mètres de hauteur dans la paroi d'une chambre ne pourrait être l'initiative que d'individus connaissant intimement la conception de la pyramide. Un détail me laisse cependant perplexe. La similitude frappante entre l'entrée du tunnel de la pyramide rhomboïdale et le corridor d'accès à la chambre supérieure de la pyramide rouge voisine. Dans les deux cas, ces tunnels débutent en position centrale, en hauteur sur le mur sud, à 5 ou 6 assises de maçonnerie sous le plafond. Si le but des bâtisseurs était de garder ces points d'accès secrets, pourquoi les auraient-ils reproduits à l'identique dans les deux pyramides? La conception de la pyramide rouge laisse entrevoir une possibilité intrigante. Des pilleurs d'une époque ultérieure auraient pu creuser un tunnel à cet endroit précis grâce aux connaissances acquises en accédant à la pyramide rouge elle-même. Si l'on considère que le tunnel reliant la pyramide rhomboïdale est d'origine, cela suggérerait que les Égyptiens de l'Ancien Empire avaient renoncé à la discrétion comme principal moyen de protéger leur pyramide. Il est intéressant de noter que ce tunnel de jonction décrit une légère courbure vers l'est avant de se corriger vers l'ouest pour finalement atteindre le corridor horizontal supérieur. D'autres tunnels de pyramide, comme le puits de la Grande Pyramide, présentent également ces ajustements de trajectoire qui semblent délibérés. Ces déviations pourraient simplement avoir été conçues pour empêcher les chutes de pierre de blesser les ouvriers lors de la construction. Voici une autre raison pour laquelle beaucoup s'accordent à dire que ce tunnel est d'origine. On suppose que des pilleurs n'auraient pas creusé avec autant de minutie. Un autre point de référence essentiel est que le tunnel de jonction commence sous la roche-mère, puis s'élève dans la maçonnerie de la pyramide, environ à mi-hauteur. Ce tunnel atteint le corridor horizontal supérieur à la moitié de sa hauteur et débouche en dessous de l'endroit où le pavement du sol aurait été posé. Ce corridor horizontal relie une entrée supérieure sur le côté occidental de la pyramide rhomboïdale à une chambre supérieure. Ce système de chambre supérieure aurait été complètement isolé du système de chambre inférieure sans ce tunnel de jonction. La cheminée adjacente à la chambre inférieure soulève une interrogation fascinante. Était-elle initialement conçue comme un point de jonction secret? En s'aventurant vers l'ouest depuis ce tunnel de liaison, en direction de l'entrée supérieure, on découvre immédiatement une particularité pyramidale singulière. Un puits rectangulaire, profond de 4 mètres, s'étend sur environ 2,5 mètres de long et 1,5 mètre de large. Les parois de ce puits dévoilent une maçonnerie uniforme et soigneusement travaillée, attestant qu'il s'agit d'un élément originel de la structure. Le fond de cette excavation serait, selon les témoignages, le socle rocheux sur lequel repose l'ensemble de la pyramide. Une vaste cavité marque la partie supérieure du mur occidental de la fosse, évoquant l'apparence originelle de la galerie principale de la Grande Pyramide. Ces rainures pourraient avoir facilité le transport d'objets lourds à l'aide de cordes. Au-dessus de la fosse, 5 paires d'encoches carrées ornent les murs du couloir, principalement orientés vers l'ouest. Ces encoches soutenaient probablement des poutres, contribuant également au déplacement de charges importantes à l'aide de cordages. Immédiatement à l'ouest de la fosse, nous découvrons une herse en calcaire, autrefois close et scellée, mais percée d'un trou d'accès dans un angle supérieur. La herse, ingénieusement conçue, se referma en diagonale, du nord au sud, glissant jusqu'au niveau du sol. Ce dispositif, un élément clé de la pyramide rhomboïdale, ne fut réemployé que 600 ans plus tard dans une autre pyramide. Au-delà de la herse, le couloir s'élève brusquement, d'abord avec une pente d'environ 25 degrés, puis s'accentue à 30 degrés, menant à l'entrée supérieure située sur le flanc ouest de la pyramide. C'est John Perring qui découvrit en 1839 cette entrée occidentale, encore parfaitement scellée par une pierre de parement. 2 ensembles d'ouvertures en forme de D découplant les parois, là où autrefois reposait le parement extérieur. Le couloir descendant depuis cette entrée supérieure resta obstrué de blocs de calcaire jusqu'en 1951, quand Ahmed Fakreh acheva le travail d'Abdel Salam Hussein, qui avait entrepris de le dégager. Hussein décéda inopinément en 1949, emportant avec lui le récit de ses découvertes. Fakreh documenta fort mal la manière dont le couloir avait été scellé, et nous voilà une fois de plus, privés de pièces essentielles, détruites à jamais. J'ose affirmer que d'antiques pilleurs nous auraient laissé plus d'éléments à exploiter que ces égyptologues du XXe siècle.
Vous remarquerez combien la qualité du corridor est exceptionnellement bien conservée dans la section supérieure, scellée pendant 4500 ans. On imagine ainsi l'apparence originelle de tous les couloirs de la pyramide. En revenant vers l'est et en descendant ce corridor supérieur, quelques détails notables attirent l'attention. À environ 11 mètres de l'entrée de la pyramide, une jointure continue se dessine sur les murs, le sol et le plafond. De plus, une paire d'encoches a été taillée dans les murs, sur leur face intérieure. Dans les profondeurs de la pyramide, à l'instar de la jointure continue observée dans le couloir descendant inférieur, une portion a glissé de 23 cm. Ces particularités suggèrent que la pyramide aurait pu être agrandie par étapes de construction distinctes. Non loin de l'extrémité du couloir descendant supérieur, une petite découverte macabre attendait. Un cercueil minuscule, exhumé en 1947, renfermait les restes momifiés d'une chauve-souris et d'autres petits animaux. On suppose qu'il s'agit d'une sépulture intrusive datant de la basse époque égyptienne, des millénaires après l'édification de la pyramide. Là où le couloir descendant s'horizontalise, une énigmatique cavité se révèle dans le sol, ajoutant une couche de mystère à ce labyrinthe de pierre. La maçonnerie uniforme suggère une construction d'origine. Les espaces supplémentaires sont fréquents, là où les couloirs pyramidaux changent de direction, facilitant le passage d'objets volumineux. Pourtant, cette fosse d'1,5 mètre de profondeur et d'un peu plus d'1 mètre de long intrigue par sa forme peu pratique. En direction de l'est, le couloir horizontal nous ramène devant la herse fermée, au-dessus de la fosse profonde et devant le tunnel de liaison. Une seconde herse transversale, celle-ci ouverte, pourrait bien être la clé de l'énigme de la pyramide rhomboïdale. Le dispositif, à l'image d'une herse close, devait glisser du sud vers le nord. Je n'ai jamais eu la chance d'observer comment cette herse ouverte se logeait vue de derrière, là où, dit-on, un bloc carré faisait office de butée. L'autre bloc de butée, celui de la herse fermée, est quant à lui bien visible, bien que je n'en possède que peu de clichés. Une personne de grande taille, armée d'une perche à selfie, pourrait aisément immortaliser cet espace caché derrière la herse ouverte. C'est pourquoi j'en appelle humblement à la générosité d'un spectateur bienveillant. Quelques mètres, à l'est de cette herse béante, on pénètre dans la chambre haute, dont le plafond est taillé en biseau pour faciliter l'accès. Une petite excavation, témoin d'une tentative avortée, s'amorce dans le sol, pointant vers la chambre supérieure. Les stigmates d'un incendie trahissent l'origine récente et illégitime de ce creusement, œuvre de pillard plutôt qu'exploration d'époque. Un imposant mur de pierre obstrue l'accès à la chambre haute. Cependant, lors de la première découverte de cet espace par Paring, des blocs de calcaire Equaris, disposés de manière à faciliter l'ascension, en comblaient partiellement le vide. Seuls quelques-uns de ces vestiges subsistent, dispersés çà et là, désormais suppléés par des échelles modernes. L'escalade de ce mur révèle l'immensité de la pièce supérieure, hélas aujourd'hui, dans un état de conservation déplorable. Les corbeaux soutenant autrefois le plafond à 4 pans sont aujourd'hui méconnaissables, transformés en une structure évoquant davantage une caverne érodée par le temps. On distingue encore le corbeau le plus élevé, ainsi qu'une pièce de bois originelle assurant le maintien du plafond. En contrebas, au fond de la chambre, subsiste une structure évoquant un échafaudage, constitué d'épais troncs d'arbres. En 1839, cet espace était presque entièrement comblé de maçonnerie, à l'exception d'une excavation exploratoire de 4 mètres de profondeur. John Paring décrivait cet endroit comme irrémédiablement ruiné. Les vestiges de maçonnerie s'accrochent encore au mur, répartis sur 2 niveaux, témoignant de l'existence passée d'un plancher ou d'un plafond, selon l'interprétation que l'on fait de cet espace. Longtemps, on a cru que l'échafaudage de Rondin avait été conçu pour étayer la chambre, fragilisée par des problèmes structurels. Un examen plus attentif révèle une hypothèse peu probable. L'insertion des rondins dans la maçonnerie offre un renforcement insignifiant. De plus, la date à laquelle les encorbellements de la chambre haute ont commencé à céder reste un mystère. Interpréter les particularités de la chambre comme une réponse à des défauts de conception relève donc purement de la spéculation. Il se raconte qu'un cartouche peint représentant du snifru aurait été découvert près du fond de la chambre haute
Mais l'emplacement précis de cette trouvaille demeure inconnu. Cette vidéo s'étire déjà, alors que nous n'avons fait qu'effleurer les mystères de la pyramide rhomboïdale. J'espère vous avoir offert un cadre conceptuel pour nourrir votre curiosité quant à sa conception unique. Face à l'amoncellement d'énigmes, beaucoup ont baissé les bras, la qualifiant d'expérience ratée. Cependant, cette explication simpliste est loin d'être satisfaisante. À bien des égards, la pyramide rhomboïdale, de par son architecture interne, rappelle la Grande Pyramide. Or, personne n'oserait qualifier ce monument d'échec colossal. Dans l'ombre des sables, la pyramide rhomboïdale, un témoin silencieux de l'Égypte ancienne, livre peu à peu ses secrets. Grâce au projet ICEDA, nous avons pu plonger au cœur de cette structure énigmatique avant que les restaurations touristiques n'en modifient irrémédiablement l'essence. Imaginez les couloirs étroits, les chambres funéraires inviolées, des vestiges d'un passé grandiose. Cette plongée dans les profondeurs de la pyramide soulève d'innombrables questions. Quels mystères recèlent encore ces pierres? Quelles histoires murmurent ces parois millénaires? Laissez libre cours à votre imagination et partagez vos réflexions.